Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale, bienvenue sur Écrase les pédales. Et ce soir, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Écrase les pédales. Alors, on s'était laissé sur le top 25 des cyclistes du 21e siècle. Vous êtes régalés, vous avez pu débattre en masse dans les commentaires et pu arborer les différents classements. Et la victoire fracassante de Tadej Pogacar. Et puis pour ce soir, pour aujourd'hui, sur Écrase des pédales, on aborde un nouveau thème. Alors après avoir fait les classiques, après avoir fait les punchers, aujourd'hui nous nous attaquons aux Flandriens. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai deux hommes avec des cuisses, je pense, qui pourraient faire pâlir les 10 mecs de notre classement. Et je vais commencer avec le premier, Titien. Titien, comment tu vas? Salut Poppy, salut tout le monde. Bon, écoute, ça fait plaisir de refaire un petit épisode d'Écrase les pédales. Voilà, c'est vrai que ouais, il avait fait ce top 25, hein, c'était vraiment sympa. C'était un gros taf ce top 25, mais ces petits top 10 là qu'on avait laissé un petit peu à l'intersaison, bah, ça fait plaisir de retrouver avec la petite équipe habituelle. Donc, ouais, ouais, c'est très très cool. Et puis, moi j'avais juste une question, Poppy, pour toi. T'as pas tiqué quand t'as vu que personne n'avait mis Romain Bardet dans son top 25? J'ai arrêté de regarder à partir du moment où il n'avait pas été cité. Ah, très bien, très bien. Je m'en doute. Et pour nous accompagner ce soir, Titien, eh ben, tu vas devoir faire un petit peu de place sur ton siège. Je sais qu'avec les cuisses de Flandrien que tu as, ça va être compliqué, mais avec nous ce soir, Titien, il y a Loïc. Loïc, comment tu vas? Bah écoute, ça va super, je suis trop content de pouvoir faire cette émission. Les écrases les pédales à chaque fois, c'est bon, on rigole bien et on peut bien discuter de nos coureurs et bien se foutre de leur gueule des fois aussi, c'est ce qui est plutôt sympa. Et puis j'étais malheureusement pas là pour le top 25, mais bon, les épisodes d'avant, j'avais fait un petit top 25 personnel, donc ça va. C'est plutôt correct. Écoutez, messieurs, pardon, je pense qu'on peut rentrer un petit peu directement dans le sujet de ce top 10 des Flandriens. Alors, Titien, tu me parlais en off, Flandria, pour toi, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme critère pour ce top 10? Ouais, comme je te disais, c'est un état d'esprit. C'est vraiment des mecs qu'on retrouve sur ces courses-là, qui sont habitués au froid. Enfin, voilà, il y a vraiment des mecs. Pour moi, j'ai des images de Flandriens, surtout dans les années 2000. J'en ai mis quelques-uns. C'est des mecs aussi qu'on voit moins dans d'autres parties de la saison et qui sont vraiment à fond sur ces courses pavées. Et puis, bah, l'autre critère prédominant pour moi, c'est le palmarès. Et moi, je ne vais pas vous cacher que dans mon top 10, ils ont à minima tous gagné un monument flandrien. Ça a été vraiment un critère de choix pour moi. Et bah, j'en parlerai dans la zone de collecte. Ça m'a forcé à laisser à la porte des mecs qui sont des vrais Flandriens. Mais malheureusement, bah, fallait gagner ce monument. Ils ne l'ont pas fait. Donc, en tout cas, moi, dans mon top 10, j'ai fait aussi beaucoup compter le palmarès. Ouais, c'est vrai que ça peut être cruel de manquer de palmarès dans un top 10 comme ça. Loïc, je pense que tu es assez d'accord avec ce qu'a dit Titia. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que toi, tu as choisi d'autres critères ou un en particulier? Bah écoute, bah, Ticia a à peu près résumé ce qu'il fallait dire pour faire ce top 10, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faut aimer manger du pavé et il faut pas avoir peur de se casser la minette. Et bon, pour certaines courses, il y a certaines courses où vraiment les gens me parlent et d'autres où il y a de la chance qui joue, de la tactique, etc. Donc c'est un top 10 qui a été intéressant à faire, on va dire. Ouais, c'est clair. Pour rajouter, je dirais que en fait, c'est très très difficile parfois de comparer. Et même si on est sur une même thématique, puisque là on aborde les Flandriens et que voilà, c'est clairement une partie de course et qu'il n'y en a pas non plus 15 000, et bah parfois les courses n'ont pas les mêmes scénarios ou voilà, tout simplement pas on va pas retrouver les mêmes sortes d'efforts. Voilà, par exemple, quand on compare les deux monuments flandriens, eh bien, parfois les scénarios de course sont pas du tout les mêmes. Et ça peut aussi beaucoup jouer dans la victoire finale et dans les résultats. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Mais si on va commencer par. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, sinon on pourra commencer par la zone de collecte. Bah, c'est OK pour moi. Eh bien, Loïc, c'est bon pour toi? Écoute, oui, ça m'a l'air plutôt pas mal. Parfait. Messieurs, mettez votre main dans la poche arrière du cuissard, récupérez un petit peu vos déchets parce qu'on est dans la zone de collecte. Et dans la zone de collecte, Titien, eh bien, je pense que tu as certains noms à nous citer. J'ai beaucoup, beaucoup de monde. Hmm. Bah, il y a des coureurs qui se rejoignent, 2 coureurs notamment qui se rejoignent, des mecs qu'on a vus sans cesse sur ces courses, mais vraiment vous les connaissez forcément parce que c'est des purs Flandriens, on les voyait tout le temps et pourtant, bah, le palmarès, voilà, il est fourni de places d'honneur, mais peu de victoires. J'ai Juan Antonio Flecha et j'ai Seb Van Mark. Bah, ils ont chacun un Ed Newsblad, anciennement Ed Volk et puis, bah, derrière, bah, malheureusement, pas grand-chose. Ils ont beaucoup de deuxième place. Flecha, il a des troisième places à Paris-Roubaix. Van Mark, il a des places d'honneur sur le Ronde, sur Roubaix. Voilà,
Mais pour moi, pour rentrer dans ce top 10, il aura manqué deux grosses victoires. Et puis, après, moi, j'ai deux mecs qui sont un peu plus proches de la 10e place. J'ai Wout van Aert. Oh, J'espère pour lui qu'il Ouh. rentrera prochainement dans ce top 10. Il a quand même, il a un Gand Wevelgem, voire deux. Il a deux Newsblad, il a deux Grands Prix E3, mais malheureusement, il est à la porte parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de monument flandrien. Et pour moi, ça a compté. Et Van Aert, ça reste quand même finalement aujourd'hui une déception sur ces Flandriennes, lui qu'on voyait enchaîner les monuments. J'ai pas pu le faire rentrer. Et puis le dernier que j'ai pas fait rentrer, c'est Alessandro Ballan, lui aussi mm. un grand Flandrien des années 2000, 2010, qui a remporté un Tour des Flandres en 2007, qui a souvent fait des podiums derrière des coureurs dont on reparlera plus tard dans ce classement, mais voilà, il m'a moins marqué, etc. Donc tout ça, c'est des coureurs qui ont manqué finalement ce monument flandrien, parce que sinon la densité de leur présence, enfin leur présence et la densité de leurs résultats sur les classiques auraient fait que je les aurais mis dans le top 10, mais ils sont tous à la porte. Loïc, t'as des mecs comme ça qui, malheureusement, avec un manque de résultats et de palmarès, ne peuvent pas rentrer dans ton top 10? Bah écoute, on va continuer sur les. Enfin, déjà, Titien a quand même donné à peu près tous les noms qui étaient dans ma zone de collecte, donc mon dossard se retrouve très 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 vide. Mais un dernier mec, par exemple, auquel que je pouvais penser, c'était un coureur de cyclocross aussi, et je pense que des fois ça va assez. Enfin, les bons Flandriens sont souvent belges, ou par contre lui il est pas belge, mais qui ont bons coureurs de cyclocross. Donc moi, un Stedek Stibar, tu vois, qui a gagné le 3 classique, qui a gagné l'Olope, qui a fait des belles places à Paris, Roubaix ou autour des Flandres. Bah, c'est quand même une figure quand même, tu vois, de ce genre de coureur. Et bon, il est dans la zone de collecte, mais bon, après, il y avait quand même des coureurs qui avaient un meilleur palmarès, etc. Et c'était juste, pour moi, c'est quand même une belle représentation du genre de coureur pour les Flandriennes, quoi. C'est clair. Moi, je l'ai mis des Next Tibar, on en parlera un petit peu plus tard. Si je peux me permettre et continuer, je vais arborer un peu la page des coureurs qu'on a retrouvé beaucoup ces dernières années dans les Flandriennes. Je pense à des mecs qui ont gagné, comme Casper Asgreen sur le Tour des Flandres en 2021. Casper Asgreen, c'est un nom, quand il est dans une course flandrienne, voilà, c'est quand même un nom qu'on cite, même si les résultats sont pas forcément tout le temps là, c'est difficile pour lui de s'exprimer et il est clairement un cran à chaque fois en dessous des leaders, donc évidemment que ça ne peut pas rentrer dans le top 10. Je pense aussi à des mecs comme Mats Pedersen par exemple, très très puissant, très très fort. J'espère que cette année il pourra aussi trouver du bon résultat je vais le citer parce que voilà, pour moi, j'y ai quand même pensé, mais Tadej Pogacar, c'est quand même un Tour des Flandres. Et je l'ai pas pu le mettre dans mon top 10, pardon, parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais voilà, Pogacar, c'est clairement un mec qui allait sur tous les terrains. Et en fait, quand tu as quand même battu Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres, tu peux te permettre d'avoir un nom et d'être cité pour moi dans ce top 10. Voilà, certes, il n'est pas là sur les E3, sur les Newsblad, sur les Paris-Roubaix. C'est pas forcément son gabarit ni son calibre de course non plus. Quoique Paris-Roubaix, apparemment, il a l'air très à l'aise de ce qu'on a pu constater Ouais, récemment on dans verra. ses, dans ses Pour tests. l'instant, il Pour n'est pas dans le l'instant. top 10, mais Mais dès cette voilà. année, à mon avis, il peut faire une petite entrée fracassante, hein. Ah, c'est fou. Je pense que son équipe va gueuler pour si ça arrive, quoi. C'est ça le problème, les gars. Non, mais oui, non, mais moi je trouve ça complètement Mm. fou. Mais voilà, Tadej Pogacar, j'avais envie aussi de le citer un petit peu. Ah, moi, j'ai un dernier truc qui m'est Allez. arrivé sous la main, là. Tu vois, alors, pour moi, tu vois, un Bettiol qui a quand même gagné le Ronde, Mm. où je me dis, alors, il a pas fait grand-chose après, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il a gagné une fois, une super victoire, mais après, moi, il n'a pas du tout performé, quoi. Et du coup, il a quand même gagné une fois, donc il pouvait peut-être toquer un peu à la porte du top 10, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est le genre de gars, en fait, C'est il sous la gagne. filante, ça. Ouais, mais tu sais, il Ça gagne une défiance, fois. ouais. Il gagne une fois. Mm. Et du coup, derrière, t'es obligé de penser à leur nom tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, Alberto ouais. Bettiol, il gagne une fois le ronde, et du coup, toutes les années d'après, tu te dis, si t'es sur la course, en vrai, pourquoi pas, Bettiol, on sait jamais. Sauf que non, tu vois. Mm, Et mm. c'est parfois très Possible, c'est frustrant. pas Non, possible. mais top 10, c'est Oui. mort, mais Ah c'est. bah oui, non mais évidemment, c'est loin. Hmm. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont été cités en zone de collecte que vous avez en masse dans votre classement ou pas? Moi j'en ai deux du coup. Bah, Ok. moi, j'en ai un, mais enfin, il est pas très très bon non plus. Il va vite arriver, quoi. C'est Oui. ça. Il est proche de la zone de collecte, quoi.
Eh bien, messieurs, dans ce cas-là, quittons cette zone de collecte les poches vides et commençons notre top 10. Titien, je te laisse la main pour nous annoncer ton 10e de ce top 10 des Flandriens du 21e siècle. Ben, c'est un mec qui intègre un peu le top 10 en dernière minute. Je l'avais pas du tout mis, j'avais pas du tout pensé à lui. Et puis je suis retourné voir le palmarès du Tour des Flandres et puis j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait gagné 2 années de suite, 2008-2009, Stein de Volder, que je mets en 10e position de mon classement. Double vainqueur quand même du Tour des Flandres. Alors pour moi c'est un peu un Alberto Bettiol plus, c'est-à-dire qu'il a fait double du vainqueur du Tour des Flandres, puis aucun autre résultat sur cette course. Sur Paris-Roubaix il n'a pas fait de résultat. Il a gagné la Panne. Alors, la Panne, à l'époque, c'était vraiment une sacrée course flandrienne dans les années 2000. Aujourd'hui, ça a pas mal perdu de son prestige. Il n'y a plus de pavés. C'est vraiment une course pour sprinter. Mais surtout, ces 2 victoires autour des Flandres, bah, à l'époque, quand même, où il y avait les Bonnen, les Cancellara, voilà, ils étaient tous là. Moi, je me souviens surtout de Stein de Volder en 2008, qui gagne avec le maillot de champion de Belgique. Et il était surpuissant, très, très, très fort. Et gagner le Ronde avec le maillot de champion de Belgique, je peux vous dire que c'était vraiment quelque chose. Et l'année d'après, alors qu'il y a encore Bonnen, il y a un Filippo Pozzato complètement fou furieux cette année-là. Enfin voilà, Philippe Gilbert très très fort. Et bah, il va encore claquer un round dans cette équipe Quick Step. Donc voilà, il arrive à rentrer dans le top 10 avec ce double succès, même si lui aussi, on aurait pu parler d'une petite étoile filante, mais quand même doublé à la suite sur le Tour des Flandres. Maillot de champion de Belgique, je l'ai fait rentrer dans mon top 10 en 10e position. Loïc, Et, quelque chose à ajouter sur Stein de Volder? bah écoute, il est pas du tout dans mon top 10. Je t'avouerais que là, le professeur Titien a trouvé quelque chose que que je ne connaissais pas, que je maîtrisais pas coudellement. Donc, non, je suis content d'apprendre des choses, d'essayer de gratter un peu plus les palmarès historiques. Parce que du coup, je regardais, et bah, il a gagné 2 rondes et après, il a pas. Enfin, il a Ah, c'est ça, hein, après, Ouais, ouais. il a fait une Bétiole x2, quoi. Ouais, ouais. Il faut le Après, faire. il a quand même fait podium sur le 3, etc. aussi. Donc, tu vois, il sort pas non plus, C'est vrai. entre guillemets, de nulle part. Il était déjà gagné sur des courses, sur ces courses-là, mais il est pas forcément. Enfin, c'est vrai qu'on va dire c'est doublé sur le Tour des Flandres consécutif. Ça le fait un peu sortir de l'anonymat du peloton. Ah bah, Et quand d'un même, temps. le Ronde, Ouais. c'est pour beaucoup Oui, non, la mais la plus grosse classique de l'année. C'est plus que de sortir de l'anonymat. oui, En plus, il clairement. était champion de Belgique quand il remporte le enfin vraiment, moi je l'avais regardé en direct, c'était la folie, hein. Bah, il a 4 ans. Il a 4 ans de folie, quoi. Champion de Ouais, Belgique, ouais, double ouais, ronde et re-champion de mais Belgique derrière. il y en a qui ont une carrière entière de folie et finalement à la fin, il y a pas un énorme palmarès, vaut Ah, mieux avoir 2 rondes, hein, moi je pense. Bah, je pense que ah, lui, chez lui, il est content, oui. ah bah, tu m'étonnes qu'il est content, clairement. Ok, Titien. Eh bah, très très bien, très très bien. Loïc, ton 10e. Bah, moi, mon 10e, c'est le petit Wauti qui. Bah alors, je sais que il a pas gagné il a pas gagné ce qu'il devait gagner, mais j'avais quand même envie, par espoir, de le mettre dans le top 10 et pour me dire, ok, bon, c'est quand même un coureur où c'est quand même une anomalie, quoi. Il va devoir gagner ce monument au bout d'un moment. Et bah, il a quand même gagné sur l'Omloop, il a gagné le Game, il pouvait gagner le 3 classique pendant 2 fois. C'est un coureur aussi où, enfin, pour moi, c'est quand même enfin, c'est un peu un archétype quand même du Flandrien et il a eu tellement de poisse et j'avais quand même envie par acquis de conscience de le mettre dans mon top 10. Bon, d'accord, vous allez dire que c'est de la pitié, mais c'est quand même un coureur que j'apprécie énormément et qui pour moi est quand même, enfin, c'est un Belge Flandrien qui représente bien les Flandriens et que j'avais envie de mettre dans mon top 10, quoi. Bah, tu raison dans le fond, il a quand même un palmarès monstrueux, mais ce qui est fou derrière tout ça, c'est qu'on retient quand même plus l'échec de cette absence de monument. Alors pour l'instant, hein, on enregistre ce podcast alors que la saison de Flandrienne, notamment qui va reprendre à l'E3 dans quelques jours, n'a pas repris. Donc peut-être que cette année, il va le faire, il va le remporter ce monument. Toujours est-il que bah voilà, Wout van Aert chaque année, c'est à la chasse au monument et pour l'instant, il l'a pas. Et on a et à la fin de sa carrière, on aura vite tendance à oublier qu'il a gagné 2 Omloop, 2 E3, 2 Gand-Wevelgem, etc. Donc c'est clair qu'il a un palmarès de fou, mais par rapport aux attentes, pour moi, j'arrivais pas à le mettre dans ce top 10 parce que malgré tout, je retiens plus la déception. Je sais pas ce que t'en penses, Poppy. Bah, on en parlera un petit peu plus tard de Van Aert. J'ai mis Ah, je l'ai mis Ah, un peu plus tard. Du coup, très je bien. pourrais conclure si vous voulez. ok, ça nous va. Bon, bah, parfait. Parfait alors. Et du coup, en 10e, moi, j'ai mis bah, quelqu'un qui a un peu le même profil que vous de Van Aert, finalement. J'ai mis Zdenek Stibar.
Zdenek Štibar qui a une victoire sur le Het Nieuwsblad, il a aussi une victoire sur le 3 la même année. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'a fait un peu le mettre, c'est que je me suis dit, bah, en vrai, Zdenek Štibar, il était dans ma zone de collecte au début, mais je me suis dit, en vrai, il y a quand même 3 top 10 sur le Tour des Flandres. Il fait 2 fois deuxième de Paris-Roubaix, et en plus de être 2 fois deuxième, il fait 4 top 10. Et je me dis, bon, on est quand même avec un gars qui est assez souvent présent dans les monuments. En tout cas, il est souvent dans le top 10, il est souvent placé. Il a aussi fait plusieurs fois, enfin, il a fait aussi une fois deuxième de l'E3. Enfin voilà, en tout cas, il a certes un manque de monuments, un peu à l'image de Wout van Aert, mais c'est quand même un coureur qui a beaucoup focalisé ses courses sur ses Flandriennes, justement. Et voilà, Zdenek Štibar, pour moi, c'est j'allais dire, c'est pas l'image ouais, si, on va dire l'image un peu du Flandrien, malheureux, tu vois? Très, très fort, mais toujours moins fort que les autres, mais toujours présent, en fait, revanchard, prêt à aller se battre pour les victoires et qui passe jamais franchement très, très loin. Quand il perd en 2017 sur Paris-Roubaix, bon, il est déçu, enfin, tu vois clairement que ça se joue à rien et c'est malheureux pour lui. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose sur ces 2 éditions de Paris-Roubaix. Il aurait pu en avoir une et voilà, moi, Zdenek Štibar, je voulais quand même lui rendre hommage dans ce top 10 parce que, mine de rien, les résultats, certes, ils sont pas très, très fournis, mais il est souvent placé, souvent là. Et voilà, un coureur qui fait 6 fois dans le top 10 de Paris-Roubaix et 3 fois dans le top 10 du Tour des Flandres, pour moi, il mérite de figurer dans ce classement. Voilà. Ouais, moi, Bah, moi, je l'ai pas mis Stibar, mais c'était un de mes coureurs préférés, hein. Et puis il a remporté quand même l'Estrade Bianche, c'est pas une Oui. Flandrienne, mais c'était un super puncher flandrien, donc Mmh. ouais, j'adorais ce coureur, moi. moi Je me demande aussi, si c'est c'est pour ça pas qu'il est dans le ma zone de collecte. je me demande si c'est pas le coureur qui a le plus de top 10 sur l'Estrade Bianche, Zdenek Štibar. Ouais, c'est Ah ouais? possible. Il était tout le temps, hein. Il en a Chaque année, 6 c'était donc sa course. Ouais. Mmh. je me dis c'est peut-être Bon, lui. bientôt Pogacar aura 6 victoires, Oui, Pogacar, donc ouais, voilà. ouais, c'est ça. Profites-en, Genek, profites-en. OK, messieurs, eh bien parfait. Passons à la 9e position, Titien. Bah, pareil, il a pas enfin, il a pas une grosse durée sur les Flandriennes, il y est arrivé sur le tard, mais bon, il a il a un doublé ronde, en 2017 et Roubaix en 2019. Je parle évidemment de Philippe Gilbert que j'ai mis en 9e position de mon classement. Il a aussi, il me semble, en début de carrière, un Het Nieuwsblad. Donc bah, c'est pareil, Philippe Gilbert, c'est pas un Flandrien de base, hein, c'est plutôt un Ardennais. On se souvient de sa saison 2011, bah, qui est historique, Strade Bianche, Amstel, Flèche, Liège, Tour des Flandres, il loupe la victoire, mais il était très fort. Enfin voilà, c'était une saison de malade mental, Flèche Brabançonne. Et puis, bah, il y a eu un peu des années plus difficiles après son titre de champion du monde. Et puis, il a décidé, bah, voilà, de prendre un peu de poids et de se consacrer davantage aux Flandriennes. Et puis, bah, dès l'année 2017, auréolé d'un beau maillot de champion de Belgique, je me souviens d'un numéro incroyable sur le Tour des Flandres. Je crois que c'est à quoi, à 50 km de l'arrivée qui part Philippe Gilbert. Et puis, il sera jamais 55, ouais. revu. Ouais, voilà, il remporte ce Tour des Flandres de belle manière. Et puis 2 ans plus tard, bis repetita, cette fois-ci sur Paris-Roubaix, voilà, alors que j'aurais jamais pensé au début de sa carrière, Philippe Gilbert, c'était quand même un mec un peu léger, voir Gilbert gagner Roubaix. Il sort dans un groupe royal. Je me souviens qu'à un moment, il y avait Van Aert, il y avait du Yves Lampart, Peter Sagan, Nils Politt et Philippe Gilbert. Je me souviens, dans les 40 derniers kilomètres, il a multiplié les attaques jusqu'à faire craquer Sagan et il bat Nils Politt. Bon, alors, c'est pas très difficile de battre Nils Politt au sprint, mais quand même, voilà, il remporte. Oh, Bah, c'est pas le meilleur sprinter du peloton, Nils Politt. Voilà, on non, va dire. non, Surtout non, dans, non. dans un duel à deux. Mais voilà, toujours Mastodonte est-il que pourtant. Philippe Gilbert remporte ce Paris-Roubaix. Bah, enfin, voilà, quand tu as le doublé rond de Roubaix, pour moi, je voulais le mettre dans ce top 10, plutôt dans le bas du top 10, parce qu'il n'a pas cette longévité sur les Flandriennes. Mais dès qu'il s'y est mis, ça a été assez efficace. En 2-3 ans, il a remporté les 2 grands monuments. Donc, ouais, sacré bonhomme, Philippe Gilbert. S'il s'était consacré plus tôt dans sa carrière, je pense qu'il aurait eu encore un plus gros palmarès, mais il peut pas tout faire. Toujours est-il que, bah voilà, 9e position pour moi, grâce à ce doublé Flandre-Roubaix pour Philippe Gilbert. Écoute, Titien, j'entends. C'est Bah, vrai que vas-y Loïc, vas-y si tu veux y aller. bah, moi, c'est juste que moi aussi, c'est mon 9e du classement. Du Ah, coup, OK. c'est, tout a été à peu près dit pour moi, quoi. OK. Mais c'est surtout pour moi, c'est sur son solo sur le Tour des Flandres en 2017 quand même, où
Je me dis, c'est. Avant Pogacar, il y en avait aussi qui tentaient ce genre de choses. Mais Ouais. il a la 9e place parce que du coup, c'est pas du tout un plan Flandrien en fait. Et comme il se met Mm. sur le tard comme ça, tu peux le pas mettre beaucoup plus haut quoi, par rapport à d'autres. Je comprends. Moi, j'avoue, je l'ai mis quand même un peu plus haut. Mais c'est vraiment purement par rapport au palmarès et à la légende de Gilbert. Et en fait, les mecs de derrière, on en reparlera, on va en reparler de toute façon, mais les mecs derrière, ils m'ont un peu moins impressionné. Enfin, pas moins impressionné, en tout cas, je les ai moins. Enfin, soit ils manquent de victoire, soit je les ai pas assez vus et entre guillemets portés, tu vois, donc c'est vraiment différent. Bah, du coup, j'enchaîne avec mon neuvième. Et là, c'est là où on va parler de Wout van Aert, puisque je l'ai mis en neuvième, juste devant Genève Stibar, car pour moi, c'était un peu le même profil. Sauf que Wout van Aert a plus de victoires que Genève Stibar. Et en fait, Wout van Aert, ça me frustre parce que c'est un coureur que j'aurais aimé voir beaucoup plus haut. Mais il manque cette victoire sur un monument flandrien. Tu es toujours battu par meilleur que toi et on en reparlera sûrement bien plus haut dans ce classement. Mais Wout van Aert, en fait, voilà, quand il est sur une course, quand il s'aligne sur une Flandrienne, et ben ça reste, mine de rien, un favori des Flandriennes. Donc il aurait même presque pu être plus haut. Parce que pour moi, Wout van Aert, certes, il n'a pas de victoire. Mais pas de victoire, pourquoi? Pas parce que c'est. Pas parce il est pas bon, c'est juste qu'en fait, il y a tout le temps meilleur que lui sur la course. Voilà, il y a du Pogacar, il y a un autre gars qu'on citera un peu plus tard. Et pour moi, Van Aert, c'est aussi malheureusement quelqu'un qui saisit pas les opportunités quand il les a. Et bah, dans des courses comme les Flandriennes, il faut saisir ces opportunités. Ça peut pas tout le temps se régler en peloton et au sprint ou parce que ton équipe fait un travail monumental. Il faut aussi parfois sortir son épingle du jeu en solo. Et malheureusement, à ce petit jeu, je trouve que Van Aert, il a quand même beaucoup de mal. Et aussi, voilà, il est très performant sur beaucoup d'autres domaines, voilà, que ce soit sur les sprints massifs ou même en tant qu'équipier de luxe sur le Tour de France, par exemple, ou en chrono. Ce qui fait que ça m'a aussi fait un petit peu reculer où je me suis dit, bah en vrai, Wout van Aert, oui, flandrien, mais en fait, ses plus belles victoires, elles sont pas du tout sur les flandriennes. Et ses plus belles épopées, elles sont pas forcément non plus dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en neuvième. Mais le palmarès est plus fourni que Genève Stibar. Donc forcément, j'ai tranché comme ça et je l'ai mis devant lui. Voilà un petit peu pour Wout van Aert. Bah écoute, Oui. d'accord avec ce que tu as dit, en tout cas, juste devant Stibar, ça me semble logique. Il a quand même un palmarès un peu plus étoffé et un nom un petit peu plus ronflant, c'est vrai. Un petit peu. Eh bien, passons au huitième, messieurs, si vous le voulez bien. Huitième pour toi, Titien. Alors je suis remonté très très loin dans début des années 2000 pour adjuger cette huitième place que j'ai adjugée à Johan Museeuw. Je sais pas si vous l'avez mis vous. Ah, ben non. Non, Si, non, non, non. J'ai si, hésité. s'il vous Ouais. plaît. Ah non. Ah, tu l'as mis? Mais oui, mais à la 8e place aussi. Ça Ah. se Eh suit. ben, écoute, vas-y, tu sais quoi? Je vais te laisser en parler et puis vu qu'on l'a en même temps et puis je compléterai sur Museeuw. Bah du coup, moi, je le mets 8e parce que bah, la plupart de ses victoires, c'est quand même dans les années 90. Bah, Ah, sur c'est son ça, Tour ouais. de Flandre, sur Tour de Flandre 98, où bah, il me semble qu'il était quand même revenu de blessure, etc. Et c'était une grosse victoire pour lui, où il attaque sur le mur de Grammont. Mais en fait, bah, pour les années 2000, il gagne quand même Paris-Roubaix en deux fois dans les années 2000. Et il gagne Ouais, c'est ça. Paris-Roubaix en 2000 et en 2002. Et enfin, il gagne en 2002 à 37 ans. Il gagne parce que il me semble de ce que j'ai lu, c'est parce que je l'ai pas vu courir malheureusement, où en fait il est beaucoup plus intelligent que les autres, il est beaucoup plus tactique. Et en fait, il montre que bah, Paris-Roubaix, c'est une course où justement, contrairement au Tour des Flandres, où en fait, t'as pas forcément besoin d'être le plus fort, t'as besoin d'être le plus intelligent et de savoir où mettre tes efforts et aussi avoir beaucoup de chance. Et voilà, c'est pour ça que je le mets en 8e parce que du coup, son plus gros palmarès n'est pas dans les années 2000, mais ça reste quand même quelqu'un qui était super super fort quoi. Ouais, tout à fait. Et puis son surnom, hein, le Lion des Flandres, quand même, c'est vraiment le Flandrien Oui. typique. Tu veux pas le mettre Parce que pas le mettre dans le top en fait, 10. bah, Ah, en fait, moi j'ai hésité. J'ai hésité. Je me suis dit, putain, il finit sa carrière en 2004. Tu vois, quand on avait fait avec Poppy le top 10 des Français, on n'avait pas mis mm. Jalabert et Virenque. Et puis après, je me suis dit quand même, ah, putain, deux Paris-Roubaix au 21e siècle. Et puis quand même deux Omloop. Il gagne la Coupe du Monde, je crois que c'est en 2002. Enfin voilà, c'était quand même un nom. Et je me suis dit, je vais le glisser là en huitième position. Enfin, moi justement, je l'ai vu ce Paris-Roubaix 2002, un Paris-Roubaix sous la pluie, mais un truc
de fou furieux. C'est d'ailleurs le Paris-Roubaix qui a révélé Tom Bonnen, qui était dans l'époque chez l'US Postal, l'équipe d'Armstrong, et qui finira troisième. Je crois qu'il avait 22 ans. Mais ouais, Muséou, c'était trop, trop, trop fort. Franchement, avant que arrivent les monstres de Bonnen, de Cancellara, c'était vraiment la référence des Flandriennes, avec un autre gars dont je parlerai plus tard. Et ouais, je me suis quand même dit, faut en parler parce que bah, ça reste quand même deux Paris-Roubaix au 21e siècle. Et ça, il y a que 3-4 coureurs même pas, qui ont pu faire mieux que ça. Donc voilà, j'ai hésité, mais Muséou, c'est un coureur que moi j'ai vu courir qui m'a trop impressionné pour que je le mette pas. Donc, 8e position pour le Lion des Flandres. Et ouais, moi je ne l'ai pas mis malheureusement. Mais parce que voilà, en fait, c'est l'argument vraiment de me dire, bah, fin de carrière, enfin, en tout cas, baisse de carrière en. Pas sur de 2004, mais c'est clair que de Paris-Roubaix, c'est exceptionnel. Mais j'ai du mal, tu vois, à mettre un mec qui a été là au tout début des années 2000, finalement, et où le gros de sa carrière est dans les années 90. Et ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais je retire rien du tout au- aux qualités de Muséou, hein, pas du tout. Mais voilà, j'ai eu plus de mal simplement. Et j'ai déjà fait rentrer un mec qui a été dans les années 90 et début 2000 au top aussi, qui pour moi était meilleur que Muséou. Donc du coup, voilà, forcément, j'en ai enlevé un pour laisser aussi de la place à Stibar et à Van Aert notamment. Mhm. Bah, écoute, t'as bien fait. Je suis désolé. Comme ça, on parle tous de coureurs Ouais. différents. Bah non, mais t'as raison. Comme ça, on n'aura pas tous On le même buffe la top palette. 10. Parce que si à chaque coup, Loïc il me dit ah, j'ai le même, finalement, bon bah. Ah, devant votre ça va septième, aller hein. vite. Ça va être magnifique. Et bah du coup, pour continuer là-dessus, moi, en huitième, messieurs, forcément, j'en ai parlé un petit peu avant. Je pense qu'il est beaucoup plus haut chez vous. J'ai mis Peter Van Petegem. C'est lui que j'ai fait rentrer et pas Muséou parce que bah, Van Petegem, voilà, c'est dans Le les années 2000, Flandrien, quoi. c'est un Flandrien, mais ça, C'est ça se finit. Voilà, c'est pareil, c'est 90 et surtout c'est 2000, 2003-2004 quoi la fin. Alors l'année 2003, la saison 2003, Incroyable. elle est, il fait quand même le doublé. Enfin, elle est exceptionnelle. Ouais, clairement, ça s'est fait quoi? Ça s'est fait deux fois dans le 21e siècle, non, de faire le doublé? Non, il y a c'était- Cancellara qui le je- fait. Ouais, Euh, Cancellara, Bonnen. Bonnen, ouais, bah du coup, ouais, ça s'est fait Bonnen ouais. en trois fois. 2005, et puis Van Der Poel qui l'a fait aussi. Ah oui, c'est exact, l'année Mhm. passée. Qui sont 4, ouais. Donc ils sont quatre, Ils sont ouais, quatre. quatre Ouais. gros noms, mais tu vois, dans les gros noms qu'on cite, bah finalement, peut-être enfin, je pense qu'on en parlera bien plus haut dans ce classement des trois autres gars. Donc Oui, voilà, oui, bah, ils ont plus Ouais. marqué le siècle. Van évidemment, Petegem, Oui, il était c'est entre ça. deux siècles. clairement. Donc, Mais du coup, Van Petegem, c'est son année 2003, quoi. ouais, voilà, c'est cette grosse année Mhm. 2003 où je me suis dit, ah, franchement, c'est dur, ce serait vraiment dur de pas le mettre dans le top 10, Ouais, vu c'est ce clair. qu'il a proposé, et surtout, c'était un cours incroyable. Je pense que vous en reparlerez un petit peu plus tard, et surtout toi, Titien, parce que je sais que tu es plutôt admiratif de ce coureur-là. Mais voilà, il est quand même souvent présent, il fait des podiums sur les différentes Flandriennes, même si le plus gros de sa carrière est dans les années 90, bah ça reste avec cette année 2003 mine de rien, un vrai, vrai gros Flandrien, bah, des années 2000 aussi, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'en c'est simple, en une année, il a un palmarès qui est plus gros qu'une bonne partie des Flandriens sur 5 ou 10 ans. Donc voilà, faut quand même le noter, hein. Van Petegem en un an, c'est deux monuments. Par exemple, Wout van Aert en 10 ans, c'est zéro monument. Voilà, par exemple. Combien est-ce que de maillots jaunes tu penses Van Aert il donne pour juste avoir l'année 2003 de Van Petegem? Ah, je pense qu'il en donne beaucoup, hein. Je pense que la Ouais, célébration Hmm. je pense d'Albatros, aussi. elle passe au crible, hein. Ouais, ouais. Clairement. Non, mais en fait, alors j'en parlerai plus tard, mais ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, avec des mecs comme Bonnen, Cancellara ou Van Der Poel, on a un peu, j'ai envie de dire, standardisé le fait de gagner Ronde et Roubaix la même année, mais à l'époque, c'était, là, avec la Ah bah densité oui. flandrien, c'était un exploit monumental. Donc voilà, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Qui faisait partie en plus de la Coupe du Monde, non, du coup, en même Ouais, temps. exact. Bah, Donc, il était leader de la Coupe du Monde. Je sais pas s'il la gagne cette année-là, je crois pas, mais à cette époque-là, en tout cas, je me souviens que Roubaix en 2003, il le gagne avec le maillot de leader de ouais. la Coupe du Monde. Donc en plus, ça ajoute vraiment un plateau et quelque chose d'exceptionnel à cette course, quoi. En tout cas, à son exploit Ouais, aussi, forcément. Donc voilà, c'est tout donc à fait. Van Petegem que j'ai mis en huitième position. Messieurs, passons au numéro 7, Titien. Numéro 7, Peter Sagan. Je sais pas si vous l'avez mis beaucoup plus haut. Ah oui, quand même, J'ai oui. pas le même. Oui, moi il est plus haut. Ouais. Ok. Ouais. Bah, en fait, alors,
je sais qu'il a un palmarès monstrueux entre son E3, ses 3 grands Wevelgem, son Roubaix et son Tour des Flandres, mais on parle de Peter Sagan et alors il les a ces 2 monuments flandriens, de toute façon à partir de maintenant, quoique non, il y a encore un coureur que j'ai mis un peu au-dessus, qui a pas les 2, mais sinon ils les ont tous. Bah, c'est juste que au fond, moi, j'ai de la déception avec Peter Sagan parce que, alors oui, 3 grands Wevelgem, il gagne les 3 au sprint, c'est exceptionnel, hein, mais c'est juste que, bah, j'étais tellement attaché à ce coureur quand il a débarqué, quand il a commencé dès 2012 à faire, les Flandriennes, je me suis dit: «Mais en fait, je le voyais à la hauteur de Cancellara et Tom Bonnen» et finalement, alors oui, magnifique son Paris-Roubaix qu'il remporte comme son Tour des Flandres, à chaque fois il part en solo, on le revoit plus, il est trop, trop, trop fort. Mais je me serais attendu à Peter Sagan à plus de quantité sur ses monuments. C'est vrai que finalement, de me dire que Peter Sagan, il a que 2 monuments dans toute sa carrière, alors qu'il est énorme avec ses titres de champion du monde, ses maillots verts, tout ça, je remets rien en question. Mais je sais pas, j'ai un chouïa de déception avec Peter Sagan, ce qui fait que objectivement, si je prenais que le palmarès, il aurait dû être plus haut. Maintenant, est-ce qu'on attend Peter Sagan pour, remporter, enquiller les grands Wevelgem ou est-ce qu'on attend pour enquiller chaque année les Roubaix et les Rondes? Alors certes, il est tombé, dans le début de sa carrière face à 2 monstres, mais voilà, je pensais qu'il aurait fait mieux sur ces Flandriennes. Donc évidemment, c'est énorme. Ça reste une petite déception pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis, «aussi bas» entre guillemets, il est quand même dans le top 10, hein, mais je le mets en 7e position. Bah, écoute, moi, il est quand même un peu plus haut, même vachement plus haut que toi, parce que c'est un coureur enfin, que j'ai vu courir et qui m'a beaucoup marqué. Et, bah, c'est sur la même argumentation, mais en fait, c'est Peter Sagan, quoi. Mais il a quand même, enfin, il avait d'autres chats à fouetter aussi, contrairement à d'autres. Ah C'est-à-dire ouais, je qu'il sais, hein. il est parti sur beaucoup plus de courses différentes, enfin, contrairement à des gens qui étaient, enfin, les Flandriennes, c'est souvent des mecs qui sont ultra spécialisés et lui, bah, l'était moins. Et je pense que s'il était mis à 100%, il aurait gagné plus, mais moi, il est plus haut. Ouais. Moi, je l'ai mis plus haut. Je l'ai mis plus haut aussi, Peter Sagan. Mais on en reparlera. Exactement. Exactement. Loïc, en 7e, qui as-tu mis? Écoute, déjà, je suis assez fier de moi parce que j'ai pas le même que Titien. Ça, c'est beau. Mais moi, j'ai mis Nikita. J'ai mis Nikita Terpstra. Oh, t'as le même que moi! Ouais. Let's go! Non, Il est fort, ce Loïc. j'ai tout anticipé en fait, vous saviez pas. Et du coup, alors, ça, bah déjà, enfin, moi, ce qui me marque, c'est sa victoire sur Paris-Roubaix. Parce que du coup, il gagne quand même contre Cancellara et contre des Bonnen. Il attaque, bah, du coup, pas si loin que ça de l'arrivée par rapport à beaucoup enfin, beaucoup de choses qu'on a vues sur Paris-Roubaix. Et bah, le Tour des Flandres en 2018, quoi. Il fait partie de la Quick Step. Et bah, tout le monde attend Philippe Gilbert. C'est pas lui qu'on attend. Et à 25 bornes, il attaque et puis il va gagner, quoi. Et euh, bah, ça a jamais été, il a jamais été vraiment la star. Il a toujours été dans l'ombre en fait de gars plus forts que lui. Mais finalement, quand tu regardes le palmarès à la fin de la carrière, c'est une légende en fait des Flandriennes, quoi. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. C'est vrai que ce Paris-Roubaix 2014 avec un plateau qui est quand même intéressant. Cancellara, Bonnen, Sagan, Gilbert. Voilà, ça fait quand même du beau nom. Et puis aussi, il fait partie des doubles vainqueurs de monuments flandriens. Ils sont 5, donc voilà, forcément, ça réduit le plateau. Mais il manque quand même un petit peu de palmarès pour Niki Terpstra. Enfin, c'est triste à dire avec quand même deux monuments flandriens, je trouve. Mais il y a surtout au fait ce fait de dire que oui, il était très très fort. Niki Terpstra, c'était un super coureur de Flandrienne, mais malheureusement, en fait, il est j'ai envie de dire, dans la mauvaise équipe au mauvais moment, quoi. Donc, t'es dans la Quick Step qui a Philippe Gilbert, qui a Tom Bonnen, etc. C'est difficile de se faire sa place et d'être justement leader dans ces courses-là. Et c'est ça, malheureusement, qui lui fait défaut. En fait, ce qui est horrible, c'est que ce qui fait baisser Niki Terpstra, c'est pas forcément lui-même, bah, c'est plus le fait que il était pas dans la bonne équipe au bon moment. Tu vois, s'il fait ces résultats-là ou qui peut batailler avec des bonhommes, etc., bah, peut-être qu'il est beaucoup plus haut.
Mais en tout cas, ça n'enlève rien. C'était un coureur exceptionnel. C'était un coureur vraiment. Il avait une super. Je trouve une. J'allais dire une facilité, mais je dirais plus une agilité, tu vois, dans les pavés. En tout cas, il avait vraiment ce côté du coureur qui était pas forcément la tête d'affiche des courses, mais qui finalement bah, était souvent l'un des meilleurs. Et voilà, Niki Terpstra pour moi devait figurer dans ce top 10 et il finit à la 7ème place. Titien, tu l'as mis dans ton top 10, toi, Niki Terpstra, ou pas? Oui, Très bien. Donc on en reparlera un peu plus tard. tout à fait. Eh bien, Titien, je te fais... Très rapidement, hein, voilà, je vais enchaîner puisqu'il est en 6e position de mon Ah, classement. Donc très bien. voilà. Ok. Je l'ai mis plus haut. Bah, en fait, je comprends ton argument il a été bouché par son équipe. Il y avait Bonnen, il y avait Stibar, il y en avait d'autres. Et en même temps, bah, faut se dire que malgré le fait que c'était un homme de l'ombre, il est quand même allé chercher 2 monuments. Et ça, je trouve ça fou. Extra, c'était un mec, tu savais dans un groupe à un moment qu'il allait te mettre une attaque un peu vicieuse, etc. Tu vois, bah, comme quand il gagne son Paris-Roubaix en 2014. Là, cette année-là, il est dans un groupe, il bat que des légendes, hein. Pour le coup, entre les Degenkolb, les Van Avermaet, les Bonnes, les Kanché, il y avait tout le monde dans le groupe derrière lui qui bat. Et voilà, c'est le mec, il a 2-3 attaques dans le groupe, il se cache derrière, et puis lui, il met une bonne petite attaque vicieuse où il part de loin. Et puis comme c'est Niki Terpstra, que c'est pas un eau ronflant, et bah derrière tu vas pas le chercher et ça fait qu'il gagne un Roubaix. Et puis derrière, bah, son Tour de Flandre 2018, là pour le coup c'était juste le plus fort, hein. C'était vraiment le plus fort de cette course. Il place une attaque, je me souviens que c'est Vincenzo Nibali qui s'essayait au Flandrien à l'époque, qui saute dans la route Terpstra et puis qui explose 200 mètres plus loin. Il n'y avait rien à faire contre Niki Terpstra sur ce Tour des Flandres 2018. Donc Terpstra, c'était quand même un monstre, à mon avis. S'il n'avait pas s'il n'avait pas été dans cette équipe, il aurait pu faire mieux, comme tu l'as dit. Mais je trouve ça déjà fou qu'il ait réussi à choper les 2 grands monuments flandriens, bah, en étant un nom dont aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, à part si tu es vraiment un mordu de vélo, personne ne se souviendra, hein. Ouais, je trouve ça assez incroyable. Et puis derrière, il y a cette régularité pour Niki Terpstra. Il remporte quand même Mm. l'Eneco Tour, le classement général. Alors que l'Eneco Tour, qui est un peu la course par étape des Flandriens. Il remporte 2 Dwars, hein, 2 à travers la Flandre en 2012 et 2014. Je crois qu'il remporte également un E3. Ouais, bah, l'année où il gagne le Tour des Flandres, il remporte également l'E3. Donc, je crois il a au moins 6 top 10 sur Ah, des mais il est monuments. présent, Donc, hein. il est vraiment partout. Donc, moi, c'est ça que j'ai un petit peu récompensé en le mettant un chouïa plus haut. C'est cette. Malgré ce nom, enfin, Niki Terpstra, c'est un mec que tout le monde a déjà oublié, je pense. Ou en tout cas, enfin, c'est pas un nom Oh non, ronflant du quand même tout. pas. Tu penses? Bah, disons que dans mon top 10, moi, c'est vraiment le coureur Le moins inconnu, enfin costaud le plus intime, quoi. Ouais, et puis Ouais. après, il y a cette fin de carrière un peu bon, chez Total Energy, on n'a peut-être pas envie d'en reparler. Oui. Oui, Il allait on Elle chercher ne compte l'argent, pas. voilà. Il y en a d'autres, Mais, hein. Il y en a d'autres qui l'ont mais fait. voilà. Terpstra, c'était quand même un monstre. Voilà, et du coup, moi, je l'ai mis, bon, pas plus haut que vous, je l'ai mis en 6e position, mais il m'a donné une impression de puissance et de savoir courir que peu de coureurs m'ont donné. Donc, ouais, c'était un mec qui m'a quand même bien, bien impressionné. Est-ce que Terpstra, c'est pas le seul mec qui a gagné Paris-Roubaix et qui a aussi fait hors délai de la course? Ah, ça. Parce qu'en 2021, il est Alors hors Ah, délai, c'est là, juste. l'édition qui est remportée par Colbrelli, là, il est hors délai, hein, je crois. C'est vrai? Ah ouais. Ah, mais je ferais. Ouais, bon, là, il était déjà chez Total en Non, mais train de c'est on faux. préparer il disait, à la maison de retraite, quoi. Non, mais c'est trop. ouais, il triait C'est gravel trop. après, je crois. C'est comme ça. Il a pris un Ouais, bon, en tout cas, détour. il était plus là pour la compétition. Non, Ah, non, Niki non. Terpstra. Mais ouais, comme t'as dit ici, hein, franchement, aller chercher des victoires alors que t'es dans cette équipe-là, ça prouve quand même le niveau du gars, quoi. Tout à fait. Hmm. Du coup, en 6ème position, qui as-tu mis, Loïc? Alors moi, c'est quelqu'un qui aurait été, enfin, il aurait pu être plus haut, mais en fait, comme il a pas gagné le Tour des Flandres, du coup, bah, Greg Van Avermaet, il peut pas aller plus haut que le top 6 pour moi. Hmm. Bah, il gagne Paris-Roubaix en 2017. C'est un peu enfin le truc de ok, j'ai été deuxième sur le Tour des Flandres plein de fois. J'ai pas de grande victoire sur les Flandriennes. Et puis en fait, finalement, enfin, il vient gagner. Après toutes ces années d'échecs, il gagne son monument et bah, il montre qu'il est quand même. Enfin, c'est quand même un peu. Enfin, il a toujours été un peu sous-estimé, mais il gagne quand même. Il gagne Paris-Roubaix, il gagne le 3, il gagne en Wevelgem, il gagne Omloop 2 fois. C'est c'est un coureur qui a été super fort et c'est un coureur légendaire.
Mais malheureusement, il gagne pas les deux monuments, alors contrairement à tous les, la plupart des gens qui sont au-dessus, quoi. Et du coup, je peux pas le mettre au-dessus plus que ça, quoi. Mais je pense que vous allez en parler peut-être un peu au-dessus. Un peu au-dessus, ouais. Euh, on en Un peu reparlera, au-dessus aussi. on en parlera juste après de Greg Van Avermaet, justement. Du coup, je fais très rapidement sur mon sixième. Moi, j'ai mis Philippe Gilbert ici. En fait, Philippe Gilbert, j'ai eu du mal parce que, tu vois, au début, je l'avais mis septième. Et après, je me suis dit, ah, quand même, je vais le monter d'un cran parce que bah, Philippe Gilbert, c'est quand même deux monuments flandriens. Alors, certes, c'était un spécialiste des Ardennaises. Certes, c'était surtout un gros puncher. Mais tu vois, il avait quand même. C'est bizarre à dire, mais il avait quand même ce côté flandrien, en fait, malgré lui. Ce qui est trop bizarre, c'est que voilà, Philippe Gilbert, bah, déjà, t'es belge sur le Tour des Flandres. Bon, t'es plutôt mis à l'honneur. Et surtout, il était aussi dans l'équipe qui incarnait les Flandriennes, hein, littéralement, pendant les années 2010 et même un peu avant. Dans cette Quick Step, Omega Pharma Quick Step, qui vous voulez, etc. Mais voilà, Philippe Gilbert, c'est quand même deux monuments donc flandriens, c'est pour ça que je l'ai mis en fait. Il y a aussi deux et Nieuwsbald, pardon, j'arrive pas à le dire. Newsblatt. Nieuwsblad, Newsblatt. merci, c'est catastrophique. Vite, vite, vite. Mais voilà, je l'ai mis en sixième, il aurait pu être huitième, il aurait pu être dixième. Franchement, il aurait pu être sur toutes les places, mais je me suis dit comment un mec qui a deux monuments, qui a quand même, bah, mine de rien, la capacité d'être ultra à l'aise sur ses pavés, je ne voyais pas, en fait, de pas le mettre plus bas. J'ai eu du mal à le mettre plus bas. Et c'est un peu comme Niki Terpstra, tu vois, qui lui aussi a deux monuments flandriens. Mais j'ai quand même tranché en mettant Philippe Gilbert devant parce que voilà, Philippe Gilbert avait quand même, pour moi, un petit peu plus ce côté flandrien que Terpstra, même si Terpstra c'est déjà un énorme flandrien. Mais je sais pas, si Gilbert pour moi avec ce petit truc en plus aussi, et ça aurait pu être, je pense, un aussi bon flandrien que Ardennais sûrement. En tout cas, il aurait pu peut-être avoir des résultats exceptionnels, mais ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Jamais. Voilà, En c'est tout un cas, peu. c'est toujours le seul coureur de l'époque du 21e siècle, je pense, à avoir gagné à la fois de Lombardie et Roubaix, hein. Ce qui est Même fou. pour l'instant, Pogacar ne l'a pas fait. Donc ça, Oui. c'est juste fou Ça de se Ouais, dire viendra, de... ça viendra. deux Ça, profils ça de viendra course probablement, similaires. mais écoute, pour l'instant, c'est le seul. Pour l'instant, ce podcast sera Non, périmé dans... mais Écoutez pas ça en 2026, hein, parce que c'est fini. Mais clairement, voilà, Philippe Gilbert, il est là. Messieurs, passons et entrons dans ce top 5. Titien, Voilà. qui as-tu mis dans ce top 5? le voilà, Greg Van Avermaet, cinquième de mon classement. Pareil. Moi, là, pour le coup, je récompense vraiment la régularité. J'ai l'impression que Greg Van Avermaet, autant des mecs comme Tepstra, Sagan, ils pouvaient parfois avoir des coups d'air des trous d'air, pardon. Et il y a des années où tu les voyais pas. Sagan, ça lui est arrivé quand même. Je me souviens de quelques petites défaillances. Autant Van Avermaet, tu savais que ça allait être dur pour lui de gagner, mais que sur le podium, il serait très forcé. Enfin, forcément, et ça se voit, il a 4 podiums du ronde quand même. C'est énorme. Pour aucune victoire, malheureusement pour lui, c'est ce qui lui aura toujours manqué à Greg Van Avermaet, mais il était vraiment là. Enfin, j'ai vraiment cette image du mec qui est toujours là sur les pavés, quoi. C'est assez impressionnant. Il a ce Paris-Roubaix qui remporte évidemment devant Stibar. J'étais bien dégoûté parce que moi j'étais à fond team Zdenek Stibar en 2017, mais rien à dire, il était surpuissant Van Avermaet. Et puis derrière, il les a quasi toutes gagnées avec deux Newsblad, un Gant Game, un E3. Voilà, enfin vraiment, il a ses classiques au palmarès, Greg Van Avermaet, et puis il avait ça dans le sang. Enfin, j'avais l'impression de le voir tout le temps, lui, pour le coup. Il n'y a pas une seule année où il a été complètement à la dérive, complet. Même, je me souviens, c'est en 2017, je crois, c'est quand Gilbert est devant que derrière, tu as Sagan qui tombe avec Van Avermaet. Et puis derrière, bah, du coup, Gilbert s'envole et pourtant Van Avermaet, il remonte sur son vélo et il finit par mourir à une quinzaine de secondes de Philippe Gilbert à la deuxième place, alors que le mec s'est pris une grosse chute dans un des monts pavés du fin de course. Donc ouais, il était tout le temps là, il lâchait jamais rien. Pour moi, il aurait même pu monter en quatrième place, mais il lui manque ce Tour des Flandres et je pense que ce sera un éternel regret pour lui de ne pas l'avoir gagné parce qu'il l'avait dans les jambes, mais en
tout cas sur la durée, j'ai vraiment l'impression que Van Avermaet, il était tout le temps là sur les Flandriennes, un peu comme pouvait l'être un Van Petegem par exemple, et cetera. Enfin, il était vraiment fait pour ses courses. Donc voilà, malheureusement, effectivement, il est tombé sur une génération dorée, hein, et sur des mecs ultra dominants, ce qui fait qu'il lui manque du palmarès. Mais qu'est-ce qu'il était présent, Greg Van Avermaet, assez impressionnant. Mhm. Je vais, bah, tu tout dit pour moi, Titien, cette régularité de Van Avermaet et surtout cet esprit flandrien qui le transcendait complètement. C'est clair que voilà, le Tour des Flandres, il y aura un énorme regret pour lui, mais mine de rien, l'année 2017, rien que ça, elle est exceptionnelle avec cette victoire à l'E3 à Gand-Wevelgem et puis cette magnifique conclusion finalement sur Paris-Roubaix. Et surtout, c'est un coureur voilà, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps placé. Son premier podium sur une classique flandrienne, c'est 2008 sur le 3 et son dernier, c'est 2021 sur le Tour des Flandres. Donc il y a quand même 13 ans oui, 13 ans de différence entre les deux. Une longévité pareille, en étant à minima tout le temps dans le top 10 sur une course flandrienne, sauf en 2009 et en 2010. Bah ouais, ça forge le respect et c'est clairement de l'abnégation pour Van Avermaet, ce côté ne jamais rien lâcher. Voilà, il y a de la frustration qui a été là entre 2013, 2013, n'importe quoi, entre 2014 et 2019, même 2021 sur le Tour des Flandres, c'est une énorme frustration pour lui à chaque fois. Et voilà, il a jamais rien lâché, il s'est toujours battu et c'est ça en fait ce côté flandrien qu'on aime voir, c'est des coureurs qui s'arrachent, des coureurs qui donnent tout pour aller chercher et bah, la victoire qui leur manque ou la victoire qu'il leur faut. Et clairement pour moi, Van Avermaet, il représente super bien ce côté-là. Et ouais, coureur combatif bagarreur et malheureusement c'est le manque de résultats moi qui me fait pas le mettre plus haut mais il aurait clairement pu être quatrième sans Ouais, souci. après, il est champion olympique aussi, donc il Ouais. n'est pas mécontent de sa carrière, je pense, Non, hein. non, mais bien sûr, mais tu Non. vois, en vrai, est-ce que tu troques pas ton titre de champion olympique contre ce Tour des Flandres? Ah, je Si, je pense, pense. si, Parce que clairement. titre de Tu... champion du monde, j'aurais pas dit, mais titre olympique, si, je Olympique, pense que ça vaut moins, enfin, dans le oui, cyclisme. oui, non, mais clairement, le Ronde, c'est la Mecque pour C'est- un cyclisme belge, quoi. oui. Ah bah Ouais, Pour un oui, Belge, surtout, ouais. Pour un Belge, c'est le non, truc à non, gagner, quoi. évidemment, bah oui, non, bien évidemment. Mm. sûr. Bien sûr, Mm. je suis d'accord. Donc voilà, Van Avermaet, En plus, cinquième. quand t'as fait 4 podiums, je me dis, il doit y repenser, il doit se dire, Ah putain, mais ouais, si j'avais couru différemment ce jour-là, mais il me c'est clair, manquait. Ah là là, c'est horrible. tu dois avoir envie de refaire ta carrière, franchement, te dire, non, mais Pendant là, les je nuits sais pas, d'insomnie, jamais. il doit penser à ça. Non mais c'est C'est fou. rare, je pense, des mecs qui ont fait 4 podiums, comme 4 podiums sur le Ronde et qui l'ont jamais gagné. Donc, ouais, franchement. Bah il y en a pas d'autres, hein, Mais bon, c'était un sacré coureur, Greg Van Avermaet. En tout cas, clairement. vraiment, il lâchait jamais rien. Ça c'est clair. Nous rentrons. Ouais, Loïc, tu peux y aller pour ton cinquième. C'est Tizian, normalement? Ou est-ce Titian que vient de le Moi, faire. c'était Van Avermaet. Il a dit Van Avermaet. Allez. Alors, moi, mon cinquième, c'est Peter Van Peleggen. Parce que, en fait, c'est un coureur qui a été entre les années 90 et 2000. Et je le mets cinquième, de un, parce qu'il y a ce fameux doublé, qui, sur la même année, c'est assez. C'est incroyable. Enfin, il y a très peu de personnes qui l'ont fait. Euh, en fait, il gagne 2003 sur. Du coup, c'est un peu plus tard que ses victoires dans les années 90. Et par exemple, sur le Tour des Flandres, euh, du coup, c'est des choses que j'ai vues en vidéo. En vrai. Chez moi, 2003, c'est l'année de ma naissance. Hein, donc, ça remonte à. Je peux pas m'en souvenir. C'est pas possible. Mais du coup, il attaque énormément de fois. Euh, il est dans un groupe de favoris avec Van Der Broek. Du coup, au final, il arrive à battre tous les gens sur le groupe de favoris. Et puis après, en fait, il arrive sur Paris-Roubaix où, en fait, bah, tu t'arrives avec énormément de confiance en toi. Mais il y a il y a énormément il y a beaucoup de gens contre toi, notamment la Quick Step. Et bah, il attend, et en fait, finalement, il arrive à sprinter au final sur le vélodrome et il fait ce fameux doublé. Et c'est assez exceptionnel, quoi. Et il est à l'entrée de top 5, mais si on avait compté si on avait compté un peu le XXe siècle, il aurait sans doute été le plus grand Flandrien, presque le plus grand Flandrien. En tout cas, sur le Ah, podium.
Le plus grand, Ne- peut-être pas, parce qu'il y a non, du pas le plus. lourd qui Il, arrive, a- mais il il aurait a- sûrement j'ai été pas- plus haut. Ouais. ouais, il a été plus haut, mais il aurait été beaucoup plus haut, quoi. C'est fou. Écoute, si tu veux, je continue, parce que moi, je l'ai en quatrième, donc si ça te va, Poppy, je vais enchaîner. Mais vas-y, Titien. Oula, Ouais, oh, Van comment- Petegem, Van Petegem quatrième, bah, c'est l'archétype pour moi du Flandrien. Van Petegem, on le voyait plus de la saison après. Et alors, il revenait un peu en fin d'année pour Paris Tour, des trucs comme ça, ou parce qu'il devait jouer la Coupe du Monde, on le voyait au championnat du monde aussi. Mais sinon, vraiment, il avait 3 semaines dans l'année où il était présent, et c'était les 3 semaines des Flandriennes. Alors évidemment, comme c'est un coureur qui a beaucoup aussi couru au XXe siècle, comme a dit Loïc, bah, ça le fait un peu. Il reste aux portes du podium, mais quand même, se doubler la même année, ça faut le faire. Et là, on va rentrer dans la caisse des coureurs qui savent faire ça la même année du Ronde et de Roubaix. C'est incroyable. Effectivement, il gagne ce Ronde en 2003 face à Frank Van Den Broek, qui est maintenant décédé depuis un bon moment, mais qui était un des grands espoirs belges de l'époque. Et puis surtout, ce Paris-Roubaix 2003, comme tu l'as dit, Loïc, il gagne malgré tous les éléments. Je me souviens avec ce magnifique maillot de la Coupe du Monde, il est piégé, il est vraiment seul de son équipe contre tous ses adversaires. Il se fait attaquer à tour de rôle et là, il embraye dans les secteurs pavés. Et malgré le fait qu'il soit attaqué, bah, sa puissance sur les pavés, il revient sur tout le monde. Il y avait 2 coureurs en tête, il les reprend et puis il les règle sur le vélodrome. C'était assez incroyable. Il était vraiment imbattable cette année-là, Peter Van Petegem. Donc voilà, il gagne aussi un Ed Volk, qui est maintenant le Het Newsblad en 2002. Donc c'est vraiment pour moi, au-delà du palmarès, vraiment le Flandrien type, le mec qui allait, ça se voit plus trop maintenant, hein, mais peut-être un Mathieu Van Der Poel est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que il a vraiment sa période de 3 semaines au moment des Flandriennes et tu le vois beaucoup moins le reste de l'année, mais voilà, c'est pour ça que Peter Van Petegem, il m'a beaucoup marqué. Et puis ensuite, bah, il a quand même resté une partie du 21e siècle, puisqu'il a fini sa carrière chez Quick-Step en 2007, notamment un peu à chaperonner Tom Bonnen, à lui transférer son expérience, etc. Ensuite, il a bossé dans le staff, donc voilà, il est resté longtemps. C'est un mec qui a été assez marquant, Peter Van Petegem. Et voilà, si vous voulez une petite anecdote, il était surnommé, donc il vient de Brakel, une ville en Belgique, il était surnommé le noir de Brakel parce que, Mm. alors il n'est pas noir de peau, mais en fait il avait la peau un peu tannée, et du coup, voilà, vraiment avec la poussière et la boue des Flandriennes, vraiment, il avait ce visage un peu marqué à ce point-là, et du coup, il lui avait donné ce surnom en Belgique. Donc, ouais, un pur Flandrien du siècle, Peter Van Petegem. Et ouais, c'était vraiment un grand coureur, Peter Van Petegem, et qui a. Enfin, et j'ai envie de dire qu'on remercie presque en fait d'avoir animé les courses à sa manière et d'avoir offert de magnifiques victoires. Du coup, je vais te passer la main pour ton quatrième, finalement, Loïc. Écoute, moi, mon quatrième, c'est Monsieur Sagan. Parce Eh bah, c'est que. pareil. Ah ouais. Ça- Loïc, il pioche chez tout le monde, en tout. fait. C'est ça, on m'appelle le piqueur de top 10, c'est tout. C'est tout ce que je recherche. En fait, ce que vous saviez pas, c'est que tous vos scripts, en fait, je les ai tous pris et j'ai juste fait un mélange des deux, en fait. C'est exactement ça. Je suis allé sur votre ordinateur et j'ai tout pris. J'en étais C'était juste ça. sûr. T'as bien raison. Voilà, je profite. Du coup, sur une note un peu plus sérieuse, bah, il gagne une fois le Tour des Flandres, il gagne une fois Paris-Roubaix. C'est bon, il a fait le doublé. Il gagne 3 fois Grand Vélo Game, c'est quand même quelqu'un, enfin, qui a du coup, ce qu'on disait avant, c'est qu'il avait d'autres distractions entre guillemets le reste de l'année. C'est parce que c'est contrairement à beaucoup d'autres, en fait, c'est quelqu'un qui se concentrait pas que sur les Flandriennes, mais par exemple, en 2016, tu gagnes avec le maillot champion du monde. Tu détruis un peu les, les espoirs de Cancellara, euh, qui fait sa dernière, enfin, c'est sa dernière fois sur le Tour des Flandres, et tu viens lui piquer la victoire comme ça. C'est quand même assez culte. Et puis après, bah, Paris-Roubaix en 2018, il attaque de super loin, il gagne en solitaire. Enfin, champion du monde qui gagne encore à Paris-Roubaix, mais en fait, bah, Peter Sagan, c'est au-delà de Flandria, c'est un coureur incroyable et qui est. Enfin, on regarde les top 10 qu'on fait, il est partout presque. Bon, c'est pas le top 10 des grimpeurs, ça on l'a pas encore fait,
Je le mettrais même pas dans la Et zone de pourtant, collecte. Il sera dans la zone de collecte, mais du coup, bah, peut-être en 150e place, quoi. Peut-être, je sais pas. Mais oui, bah, ça, enfin, quatrième, il est à la porte du podium. Et enfin, pour moi, c'est un coureur qui m'a marqué et que je mettrais autant de fois que je voudrais dans mes top 10, tu vois. ah mais clairement. Clairement, Peter Sagan, c'est. Voilà, donc. Enfin, moi j'ai eu du mal parce que en fait, Sagan aurait pu être aussi huitième par exemple. Parce qu'il a pas. C'est pas vraiment un pur spécialiste des Flandriennes. Alors certes, il est très fort, très à l'aise. Mais comme l'avait dit Titien au tout début, bah, quand on le voit arriver et qu'il a l'air super fort et que ça, il donne l'impression d'être le nouveau Bonnen, le nouveau Cancellara, etc. Mais en fait, Sagan, il a aussi, faut pas oublier, il y a 7 maillots verts. C'est aussi un spécialiste des sprints. Il a été 3 fois champion du monde. Voilà, il y a quand même du palmarès ailleurs. Et je me suis dit, bah ouais, j'aurais du mal à mettre Sagan devant des purs spécialistes comme des Van Avermaet ou des Terpstra. Mais en fait, le palmarès, il est quand même clairement pour lui. Et quand tu es aussi à l'aise dans les pavés et sur toutes les courses, bah franchement, que dire quoi enfin, il a été là. C'est-à-dire que le Tour des Flandres, oui, c'est une course très très dure avec beaucoup de monts. Bah, hop, gagné par Sagan, Grand Wevelgem, hop, Sagan, 3 fois, bim, E3, bim, Sagan. Paris-Roubaix, finalement en 2018, ça tombe. Voilà, il a su s'imposer, il a su flairer aussi le bon coup. C'est un coureur qui est très intelligent, je trouve, en course. Que ça soit dans la lecture des courses ou même tout simplement dans la façon de se positionner et de flairer les bons coups. Et puis Peter Sagan, c'est aussi, bah, il arrive dans une époque où enfin, clairement, il rafraîchit le cyclisme quand il est là. Et il a une manière de courir qui est assez atypique, je trouve. Voilà, il peut très bien faire l'idiot sur la ligne d'arrivée, comme être très, 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 très odieux lors d'interviews, par exemple, ou même en course, ou prendre le temps de signer un livre lors d'une montée. Enfin voilà, c'est un coureur, moi, que j'admire et que j'adore et qui, pour moi, a révolutionné le cyclisme. Et ça m'a fait, oui, aussi pencher un peu la balance pour le mettre plus haut. Mais voilà, c'est un double vainqueur de monument. C'est quelqu'un qui a été concrètement présent tout le temps, qui s'extirpe sur le round en 2016 pour aller s'imposer d'une super manière avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Et ça, c'est quand même vachement symbolique. Et surtout, enfin, il maintient Cancellara derrière lui à une entre 30 et 15 secondes. Ouais, il faut le faire, quoi. Faut le faire. Et franchement, chapeau à lui. Chapeau à lui parce que voilà, Peter Sagan, c'est clairement respectable ce qu'il a fait sur les Flandriennes. Et pour moi, il mérite clairement d'être ici. Puis voilà, je suis fan du coureur, je suis fan de la personne. J'adore Peter Sagan. Un peu moins que Romain Bardet, mais j'aime bien Peter Sagan. Que tu suis un Un peu maintenant petit peu moins. ces shows de danse, Mais oui, etc. très fort aussi, hein. J'ai hâte d'avoir un numéro où il est sur un vélo en train de danser, ça serait vraiment magnifique. Mais clairement, ça serait exceptionnel. Mais j'ai vu, il y a plein de. Parenthèse, hein, mais il y a plein de sportifs qui se mettent à d'autres sports. J'ai vu, je crois que c'est. Je me demande si c'est pas Diego Forlan qui s'est mis au tennis, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais j'ai vu un joueur se mettre au tennis Ouais, ouais, récemment. t'avais un perchiste aussi, là, Jean Galfion, qui s'était mis au bateau, à la Oui, navigation, etc. exact. Ouais, Et tu ouais. vois, ça arrive. Donc attention, attention aux prochains coureurs qui partiront à la retraite. À surveiller. Peut-être que Primoz Roglic repartira en saut à ski, hein, qui sait. On n'est pas à Ah l'abri. oui, il manquera de sensation un peu. Ah, peut-être. Mm. Après, est-ce qu'il aura Mm. peur des chutes? C'est à Après. voir. Oh non! Attention au casque, Primoz, hein, quand tu sautes. Faut le mettre tout droit, pas de Ouais, travers. c'est ça. On plaisante avec tonton Primoz, bien évidemment. Mm. Messieurs, passons sur le podium. Passons sur le podium. Alors, je pense qu'on aura les 3 mêmes noms sur ce podium. Oui, Mis moi à aussi, je part, Toujours pense. dans le même ordre. énorme erreur de votre part, je pense qu'il y aura les 3 mêmes noms. Je pense que Euh, ça va être même dans le même ordre. Je suis mais l'ordre, pas sûr, mais on verra. voyons Ah voir ouais? pour ça. Ok. Et Ah, bah, voyons, voyons, voyons. on verra. Mais je vais laisser Titien ouvrir le bal. J'ai mis Mathieu Van Der Poel en troisième position. Pareil. J'ai Pareil. hésité, hein. Ouais, Pareil. j'ai hésité. Et puis, je me dis que de toute façon, dans quelques semaines, il sera déjà peut-être en deuxième position. Donc, je l'ai laissé en troisième position. Bah, Van Der Poel, c'est simple. Il a fait la première fois, enfin, pour moi, la vraie course, la pure flandrienne, c'est quand même le Tour des Flandres. Il fait le Tour des Flandres, il commence en 2019. C'est son pire résultat. Il fait quatrième. Depuis, il est forcément sur le podium. Voilà.
Il remporte le Tour des Flandres quand même à 3 reprises. Il égale Bonnen et Cancellara à ce niveau-là. Il peut déjà les dépasser dès cette année, dans quelques semaines. Il en est à 2 Paris-Roubaix. Alors Cancellara, il peut l'égaler dès cette année aussi. Et puis Bonnen est un petit peu plus loin. Derrière, il y a toutes les Flandriennes à son actif, en tout cas celles qui sont dans la zone de Mars, puisqu'il a gagné le 3, il a gagné 2 fois à travers la Flandre. Voilà, c'est un pur Flandrien, Mathieu Van Der Poel, qui a un palmarès derrière, au-delà du Tour des Flandres. Voilà, on sait, maillot jaune du Tour, maillot rose du Giro, Amstel, Stradé, Milan-San Remo. Enfin, c'est un énorme coureur de notre siècle. Il a aussi le Big Bang Tour, et je me souviens qu'en 2020, il le gagne justement en partant à 60 km de l'arrivée dans le mur de Grammont. Il fait un numéro solo de 60 bornes sur le plat ensuite pour résister à des super coureurs. Donc, moi, c'est mon coureur préféré de toute façon. Donc, c'est un vrai kiff de voir Mathieu Van Der Poel, mais tu sens que le Tour des Flandres, il est clairement dans son jardin. C'est le coureur pour moi sur le Tour des Flandres, en tout cas. Si on devait faire un top 10 des mecs à qui qui performent sur le Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel, je l'aurais mis numéro 1 parce que autant les 2 premiers, voilà, ils ont quelques trous d'air également sur ce Tour des Flandres. Autant Mathieu Van Der Poel, il est au rendez-vous et je sais qu'il sera au rendez-vous parce que avec son punch et sa puissance, c'est clairement la course parfaite. Le fait que ça tourne avec ses qualités de cyclocrossman, c'est la course de Mathieu Van Der Poel, quoi. C'est le coureur unique et parfait pour cette course. Je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Enfin, du coup, je pense que si on devait parier un gros paquet d'argent sur le fait que Mathieu, sur quelque chose, on pourrait le parier sur le fait que Mathieu Van Der Poel sera sur le podium du Ronde cette année. Il gagnera peut-être pas, ça dépend pas que de lui, mais d'un autre coureur. Mais ouais, c'est incroyable à quel point il est fort sur ses courses. Sur Paris-Roubaix, il a mis le temps. Il fait je crois, la première fois Paris-Roubaix en 2021. Je sais plus si en 2020. 2020, non, il n'y avait pas Il eu. n'y a pas de Paris-Roubaix en 2020. Ouais, Mm. donc il fait en 2021 la première fois. Et on voit bien que déjà, sous des conditions apocalyptiques, alors qu'il n'était pas au top à ce moment-là, puisqu'il se remettait de sa blessure de VTT, des JO, il fait déjà troisième derrière le surprenant, toujours très surprenant maintenant, Sonny Colbrelli. Mais bon, c'est Le une fameux. époque passée. Oui, bien sûr. Voilà, et puis derrière, les deux dernières années, ça y est, il est lancé, hein. Il remporte Paris-Roubaix 2023, s'il met au moins une quinzaine d'attaques pendant la course. Et alors, c'est vrai qu'il profite de la crevaison de Van Aert, mais c'est quand même celui qui a été le plus entreprenant. Il n'a pas volé sa victoire. Et puis, tout simplement, les dernières, Mathieu Van Der Poel, il volait sur les pavés. Il a mis quand même 3 minutes à la concurrence, 3 Ouais. minutes au deuxième. C'est juste extraordinaire. Et quand il met son attaque tout en puissance, ils mettent je me souviens, une sorte de drone, enfin de caméra au drone. Et t'as l'impression qu'il est sur les pavés, ça ne bouge pas, ça ne Ça bouge pas. vole. Il a Il une est voile sans grise. gants, il est sans Mais gants à c'est. la fin de la course, il a aucune cloque. Non, c'est juste un truc. Alors que t'as des mecs qui ont des gants, qui mettent des photos en fin de Paris-Roubaix, ils sont tellement les mains défoncées. Lui, il a rien du tout, quoi. Donc non, Il est c'est tellement vraiment puissant que. Ouais. ouais, un pur Flandrien, Mathieu Van Der Poel. Je pense que si on refait il est encore, il est en cours de carrière, hein. Il a à peine 30 Mm. ans, donc il a bien, quand on sait à quel point il faut être, les mecs, ils peuvent performer sur ces courses-là, jusqu'à 35-36 ans. On voit Gilbert qu'il a gagné hyper tard, Van Petegem, Tepstra, tout ça. Donc ouais, je pense qu'il a encore pas mal d'années devant lui. Et à minima, moi, je le vois quand même bien aller chercher le record de victoire du Tour des Flandres, l'égaler dès cette année, et puis avoir le record unique enfin, d'ici la fin de sa carrière en tout cas. Et puis sur Roubaix, il peut encore au moins chercher 2-3 autres. Donc il peut en tout cas C'est aller fou. être candidat à cette place de Flandrien du siècle avant la fin de sa carrière, c'est sûr. Écoute, Titien, je pense on est difficilement plus complet que ça. Moi, je vais juste ajouter que bienvenue au fan club MVDP. Hein, je pense que tout le monde est là. Et du coup, les sous des adhésions, on a tout mis dans un pari pour dire que Mathieu fera le doublé cette année à nouveau. Du coup, on ira parler au trésorier, enfin, Titien. Ça serait fort, hein. S'il refait le doublé cette année, c'est exceptionnel, hein. Et il change de Mm. place dans le classement déjà s'il fait le doublé cette année pour vous ou pas? Ah bah ouais, Je clairement. pense qu'il est très proche de la deuxième place quand même. Et Très déjà, très Ouais, il est t'as, très très. Bon, j'ai hésité hein, sur la deuxième place donc. Mm. enfin, refaire le doublé, ça serait très très fort. Mais On t'as tout verra, dit, mais même Titien. il a encore quelques années, comme dit Titien, il est pas jeune, mais c'est pas un Lenny Martinez, mais c'est sur les Flandriennes, on a vu des coureurs performer jusqu'à extrêmement tard, et même si le vélo a énormément, a beaucoup changé, les dynamiques sont Mm. pas les mêmes.
Je pense que sur les Flandriennes, etc., Van Der Il, Poel, il sera performant toute sa carrière, quoi. il est tellement à l'aise dans ces courses-là, l'image du Tour des Flandres l'année passée où tout le monde met le pied à terre et lui il est là, mais tellement à l'aise. Ouais, Il a c'est un truc jamais ouf, de hein. crevaison, hein. Il a jamais de. Il Mais crève en fait, jamais. j'ai l'impression qu'il gère son vélo d'une main de maître. Tu l'as dit sur Paris-Roubaix, Ouais. ça ne bouge pas quand il roule. T'as l'impression qu'il y a une fine couche de bitume qui se met sous son vélo au moment où il passe sur les pavés, tu vois. Mais genre, il a une telle maîtrise de son vélo, il a une telle maîtrise de la route que ça. Je pense que franchement, pour les autres qui voient ça, ça doit être déprimant. Vraiment. Je pense que quand tu es à ton, C'est à ton un top niveau, artiste. tu vois, Van Aert, moi je comprends qu'il ait perdu le coche parce que je pense que quand tu es à ton top niveau et que tu vois que il y a rien à faire parce qu'il y a un mec qui est à son top niveau et quand ce mec-là est à son top niveau, il est tout simplement injouable à moins de s'appeler Pogacar. Bah, bonne soirée quoi, genre merci. Merci d'être venu à la course, hein, les gars, c'est sympa. Mais le tarif, c'est 3 minutes maintenant. Donc voilà, Van Der Poel, sur une Flandrienne, c'est un vrai spectacle. Franchement, on a de la chance d'être né pour voir ça. C'est clair. Eh bien, messieurs, avons-nous le même deuxième? Écoute, on Ah va bah, voir ça. vas-y Loïc, parce que sinon je vais encore en parler et puis après tu diras que j'ai tout dit. Allez, Non, alors, Je te laisse, je faut, te laisse en parler. Alors, je pense qu'on a tous, il me semble qu'on a tous un Suisse, non? Ouais, On a tous exact. Exactement. un certain Mister Butter. Non, c'est méchant de ma part. Non, mais bon, il y a au-delà de ces petits soupçons qu'il y a eu, c'est quand même le cours. Enfin, c'est un coureur qui a été, enfin, c'est une légende du cyclisme. Il a gagné 3 fois le Tour des Flandres. Tu gagnes 3 fois Paris-Roubaix. Tu gagnes 3 fois le 3. Tu gagnes aussi d'une certaine manière quand même le Tour des Flandres en 2010, où en fait, bah, t'es contre Bonnen, contre qui est un autre coureur un peu pas très connu, ce Bonnen. Et en fait, sur le mur de Gramont, tu te déposes, Bonnen. Tu changes de braquet, tu y vas et pouf, on l'a plus jamais revu. Bah, avec les égalités de coureur de contre-la-montre, c'est quand même quelque chose qui a été super impressionnant. Sur Paris-Roubaix, on l'a vu du coup par exemple en 2013 contre un Sepp Van Mark. Enfin, Van Mark il contrôle tout, enfin, tout le final et en fait finalement il se fait déposer au sprint. Euh, c'est c'est quand même Cancellara, c'était un coureur qui a gagné à la force et aussi au mental où c'était quand même un coureur ultra intelligent qui a aussi au-delà enfin, dans sa carrière porté le maillot jaune plusieurs fois. C'était un coureur où en fait c'était compliqué aussi de définir un peu ce qui était vraiment comme coureur, quoi. C'est légendaire sa carrière, quoi. Clairement. Que dire de Fabian Cancellara? Le palmarès parle pour lui, hein, déjà. On l'a dit, hein, 3 fois Paris-Roubaix, 3 fois le Tour des Flandres, une fois à travers la Flandre, 3 fois Grand Wevelgem, 2 fois le 3. C'est une qualité de rouleur exceptionnelle. C'est une puissance hors norme. On se souvient de son duel sur le Tour des Flandres en 2010 face à sûrement celui qui sera numéro 1. Où voilà, il part avec une puissance démesurée en étant assis sur sa selle. Enfin, l'image est complètement incroyable sur une course comme ça, comme le Tour des Flandres. Et puis voilà, c'est un coureur qui résume quand même, j'ai envie de dire, allez, certes, il y a du maillot jaune sur le Tour de France, certes, il y a du résultat sur le contre-la-montre, etc. Mais la grosse partie de la carrière de Fabian Cancellara, elle est même la majorité de sa carrière, elle est sur les classiques flandriennes. En fait, quand tu es considéré comme le rival numéro un du plus grand Flandrien, ou de l'un des plus grands Flandriens de l'histoire, à voir comment vous voulez l'aborder. Mais je pense qu'on pourra parler du plus grand Flandrien de l'histoire. Bah, en fait, bah, ça classe un homme, quoi. Ça classe clairement un homme, c'est-à-dire que Cancellara, pour moi, c'est cette,
cette capacité à rivaliser avec le meilleur, c'est capacité de le battre, c'est tout ça. C'est un coureur qui, voilà, un peu à l'image de Van Der Poel, qui donne pas l'impression en fait d'être sur des pavés quand il roule, qui dégage une aisance vraiment hors du commun et capable de gagner sur toutes les courses, que ça soit à la grimpe, que ça soit dans des conditions défavorables, il est vraiment tout le temps là, il a tout le temps été présent et voilà. Je sais pas si vous peut-être ajouter aussi quelques mots, Titien, sur notre ami Cancellara. Ouais, bah écoute, non, mais vous avez tout dit, hein, c'est un duel de légende, le duel qu'on est entre Bonne et Cancellara, qui a duré sur presque 10 ans, hein, mine de rien. Moi, mon avis, c'est que évidemment, bon, on en reparlera après, Tom Bonnen est un plus grand Flandrien que Fabian Cancellara de par son palmarès, qui est bien plus fou, enfin, pas non plus énormément plus fourni, mais plus fourni que celui de Cancellara. Mais je pense que Cancellara Prime sur les pavés, et notamment à Roubaix, c'était plus fort que Bonnen Prime. Parce que ce Paris-Roubaix 2010, mais Cancellara, il était à un niveau mais démentiel. Cancellara a fait pour moi plus de... Là où Bonnen a été plus constant, Cancellara a fait plus de numéros qui m'ont impressionné. Plus de numéros en solo, tu sentais qu'il y avait peut-être un petit chouïa plus de puissance sur le plat. Et cette année 2010, bah, les deux étaient quand même à leur prime. Pour moi, c'est vraiment le prime de leur affrontement. L'âge d'or, ouais. Et bah ouais, voilà, tu sens quand même Cancellara, il était plus fort. Après, bah voilà, Cancellara, il s'est aussi moins spécialisé sur ses classiques. D'à côté, il avait quand même les chronos, où il est sûrement un des plus grands chronomans de l'histoire et sûrement le plus gros chronomane du siècle. Puis il a gagné des courses comme Milan-San Remo, que n'a pas Bonnen. Il a gagné des courses par étapes aussi. Donc, disons qu'il avait plus de diversité dans ce qu'il faisait. Mm. Là où Bonnen s'est rapidement spécialisé sur ses courses flandriennes et du coup, il a pu enchaîner les courses, surtout avec une pointe de vitesse supérieure à Cancellara. Donc, c'est ce qui fait que Bonnen est au-dessus. Mais Cancellara, c'était un monstre, mais absolu sur Roubaix, là. Mais il développait cette puissance sur les pavés. C'était juste incroyable. Je me souviens encore de Paris-Roubaix 2006. Moi, j'étais encore assez petit et j'avais découvert. Bah, enfin, on connaissait Fabian Cancellara, mais et Bonnen, tout le monde l'attendait. Il avait gagné le Tour des Flandres. Tout le monde l'attendait avec son maillot de champion du monde pour remporter Roubaix. Et juste Cancellara, il a été mais complètement monstrueux sur cette. Enfin, il sort une accélération. Je me souviens sur les pavés derrière, il y avait vite plus personne de sa roue, alors que tu avais Bonnen, Flecha, Balan. Enfin, vraiment. Je dirais que il m'a quand même peut-être plus impressionné que Tom Bonnen. Derrière, bah voilà, c'est clair qu'il n'y a pas la même densité en termes de palmarès, mais Mm. en tout cas, pour moi, vraiment, on a eu la chance d'assister à un des plus grands duels de l'histoire entre deux énormes champions sur ces classiques flandriennes. Donc, Cancellara, il n'a pas du tout volé sa deuxième place. Clairement. Clairement. C'est très bien conclu, Titien. Mm. Messieurs, alors qu'on est en train de Exactement. passer, on est en train de passer sous la flamme rouge, je propose qu'on passe au numéro un. Et là, pas de débat. C'est vrai avec un palmarès, voilà, il faut le dire, hein, gagner Paris-Roubaix, ça n'arrive pas à tout le monde. Et Mathieu Eyman qui a réussi à faire cela peut Ah oui, quand même. espérer Quand cette même. première place. Moi, j'ai Johan Van Stumeren, hein, vainqueur de Paris-Roubaix 2011 en première place. C'est beau. On peut en sortir plein des mecs qui ont gagné une seule fois et plus rien. Bah non, mais du coup, euh, pour Tom Bonnen, est-ce que quelqu'un a envie de te commencer Non, sur Tom je Bonnen? connais, je connais pas. Je connais pas Ah, du tu le tout. connais pas? Non, non, je connais pas Ah, du tout. en même temps, il est Ah. passé un peu inaperçu. C'est vrai que dans les années 2000-2010, c'est un coureur qui a pas pu prendre la lumière et c'est un petit peu frustrant, je pense. Mais non, mais Mhm. plus sérieusement, on va arrêter de blaguer parce que Tom Boonen, voilà, c'est. Est-ce que ça serait pas l'image même du Flandrien, franchement? Bah si, je Bah pense. si, clairement. Enfin, tu vois Si, le, si. Il a tu tout. vois le palmarès. Si on l'énumère, c'est le palmarès de Bonnen, c'est un délire. Sur les Flandriennes, il a 4 Roubaix, 3 Mhm. rondes, 3 grands Wevelgem, 5 grands prix E3. Il a jamais remporté, je crois, par contre, l'Omloop. C'est le seul qui manque à son palmarès, mais surtout, ce... Si, il a gagné en 2005, non? bah, et peut-être alors. J'ai plus souvenir de Je suis Bonnen pas sûr. 2005 sur l'homme. Ah, je croyais que Bonnen n'avait jamais gagné. Non, il fait deuxième en 2005 sur l'Homme-Lop. Hmm. Tom Bonnen, justement battu par Nick Ah Noyen, bon? son équipier. Ok. Ouais, ouais, je viens de checker. Mais non, c'est bien ça. Il avait un peu cette malédiction de jamais gagner l'Homme-Lop. Mais bon, vu tout ce qu'il a gagné derrière, Oui, et puis surtout ce quadruplé magique en 2012, alors que 2012, Bonnen, ouais. il traverse justement une période de galère sur les années 2010. Il a été
bien battu par Cancellara. En 2011, il est encore pas là. Et puis en 2012, il fait son grand retour. Et là, il claque quand même en 3 semaines le 3, Gand-Wevelgem, le Ronde et Roubaix. Juste un exploit historique, monumental. Et juste ça, ouais, c'est le Flandrien du siècle. Il y a pas à dire. Il a Il passe réalisé pas des loin sur le performances. Hetniosbald aussi, je crois, du coup, hein. Je Ouais, crois qu'il fait deuxième. exactement. Il est battu par. Alors incroyable, il est battu au sprint par Van Mark sur le Head Newsblad. Oh, purée. Alors ça, Qui l'aurait cru? et d'ailleurs, c'est la seule victoire derrière de Seb Van Mark Ah, sur c'est une fou. Flandrienne, mais assez incroyable, effectivement. Mais ouais, non, mais il n'y a rien à dire. Alors après, est-ce que c'est le plus grand Flandrien de l'histoire? Il y a quand même des mecs qui ont, qui ont bien performé aussi, hein. Oui. J'ai pas regardé le palmarès de tout le monde, mais Rick Van Looy, il était bon, et surtout Roger De Vlaminck, hein, Bah qui ouais. est C'est un peu les trois voilà, noms enfin les deux noms qui font c'est pas concurrence, les quoi. mêmes, exactement, c'est pas la même chose. Et avec Cancellara, mais ouais, De Vlaminck, c'est aussi 4 Roubaix. Après, il y a un seul ronde, donc non, peut-être que Bonnen, en termes de quantité, c'est le plus grand Flandrien de l'histoire. Puis longévité aussi, Ouais, hein. c'était là, en termes de longévité, comme tu as dit. Et ce Paris-Roubaix 2016, où tout le monde se dit, Mais ça y oui, est, il va être unique détenteur du record, il va aller chercher ce record oui. de Paris-Roubaix. Et Et il est battu non, par Matthew Heyman, membre de l'échappée c'est matinale. incroyable. Le plus grand Paris-Roubaix que j'ai jamais vu, moi. C'était incroyable. Non, mais c'est Oui, fou. c'était quand même lunaire. Non, mais c'est Lunaire. cocasse de fou. En plus, quand tu regardes, hein, finalement, Tom Bonnen, il gagne son premier Paris-Roubaix en 2005 et il fait troisième en 2016. Donc il y a 11 ans d'écart entre les deux. Et entre du coup son premier podium sur Paris-Roubaix qui est en 2002 et c'est du coup 2016, il y a quand même 14 ans. C'est quand même fou. Et en fait, ce qui est encore plus fou, c'est que dès qu'il participe à Paris-Roubaix, il est à minima dans le top 10, sauf 2 fois, en 2011 où il abandonne, et en 2003 où il fait 24e. Mais sinon, il est tout le temps dans le top 10. Et enfin, en termes de longévité, sur une course comme Paris-Roubaix, qui est beaucoup... évidemment, c'est une course qui sacre les plus forts, mais qui se joue aussi beaucoup à voilà, parfois des petits détails ou prendre la bonne échappée, etc. Mais c'est clair que Tom Boonen, c'est un modèle là-dedans. Et il y a aussi 4-3 consécutifs, ça c'est complètement fou. Mais ce Paris-Roubaix 2016, il est clairement frustrant, moi je trouve. Il est super frustrant. Alors après, l'image est belle, hein, du coup, voilà, de se dire, eh Bon, ben non. c'était sympa. Oui, oui, il se fait piquer au dernier moment. Oui, C'était quand même. voilà. Mais tu vois, l'image est quand même assez folle. Ça se joue à rien. Et tu te dis, ah purée, franchement, on est passé vraiment à rien d'une course On de est battu quasiment à un 6 heures. Mathieu Elouane de ça. Non, mais c'est fou. Mais c'est complètement fou qu'un mec sorti de nulle part enfin, batte et pique le record tout simplement pour le meilleur Flandrien, en tout cas du siècle. Je trouve ça complètement fou. Et puis voilà, une 2012, voilà, qui aurait pu être encore plus incroyable avec une victoire sur le Tnosblad, mais malheureusement qui n'a pas vu le jour. Loïc peut-être pour. Bah écoute, on a quand même dit énormément de choses sur lui. Enfin, 2005, il y a le doublé. 2012, c'est n'importe quoi comme année, quoi. C'est une domination qu'on n'avait pas vue depuis. Je sais pas si on l'avait vu déjà. Enfin, je sais pas quand on l'a vu. Mm. Monsieur le professeur d'histoire, est-ce que vous auriez une comparaison à faire ou pas? Non, Dans le là, de livre. ce que j'ai vu, c'est pas de. Non, non, c'est incomparable ce qu'il a fait. Puis Hmm. Paris-Roubaix 2012 en plus. Waouh. Oui. Bah, tu t'arrêtes, enfin, t'attaques à 50 bornes. Ah ouais, ouais. Puis D'une certaine façon, quasiment quoi. 2 minutes au peloton, Il quoi. n'était pas connu pour faire ça, surtout. Oui, bah Autant oui. Cancellara le faisait, autant Bonnen, il maîtrisait plutôt bien ses adversaires il a en 2008 et 2009. En 2008, il gagne au sprint devant Cancellara, et 2009, je crois qu'il gagne tout seul, mais il y a une grosse chute derrière lui dans le final. Mais ouais, sinon, en 2005, c'est pareil, il gagne au sprint dans un petit groupe, donc il était surtout connu Pour pour régler au sprint, parfaitement ouais. gérer ses finales et gagner au sprint. Et là, ce qu'il a fait en 2012, il l'avait jamais fait, hein. Non, mais Hmm, c'est hmm. fou, clairement c'est fou. Et en plus, il fait, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il fait, on t'avait parlé de Muséo tout à l'heure, Titien, et en fait, Bonon, c'est un peu lui qui va pas l'évincer, mais tu vois, qui va le faire, ouais, un peu disparaître finalement. Ouais, en fait, Bonnen, il était chez l'US Postal en 2002, quand Museeuw gagne son dernier Paris-Roubaix. Derrière, tu as Incapi et lui, deux coureurs de l'US Postal qui sont en chasse, alors que Bonnen était déjà dans l'échappée matinale. Puis finalement, je crois qu'Incapi il tombe, Bonnen il continue, et il finit troisième à la fin, et tout le monde l'a découvert à ce moment-là. Et puis dès l'année d'après,
Il rejoint Quick-Step et puis 2 ans plus tard, en 2005, il fait déjà un premier doublé. Ouais, c'est ça, il fait un doublé Ronde-Roubaix en 2005. Et ouais, donc, ouais, c'est lui un peu qui reprend le relais, qui efface définitivement Museeuw et Van Petegem. Voilà. C'est fou, franchement. 2005, c'est fou. Hein. 2005, Oui. il fait Ronde, il fait Roubaix et il est champion du monde. Avec 2 étapes du Tour aussi. Enfin bref, Plus le 3. une folie. Ouais, voilà. Bon, voilà, une folie. C'est dingue. Non, Van Der Poel le fait pas. Mais non, Van Der Poel le fait pas. En 2023, 2022, Van Der Poel. Non, champion du monde 2024, c'est champion Pogacar. du monde 2023. 2023. 2023, oui. Ouais, donc Oui. Mais il fait 2023, pas il gagne que, il gagne pas le Ronde. que Il Paris-Roubaix, gagne ouais. pas le Ronde, il gagne Paris-Roubaix, ouais. Et Ouais. il gagne San Remo quand même. Oui, Il gagne San Remo. c'est vrai. 2 monuments et champion du monde. Faut pas tout avoir. Hein. Ils sont pas beaucoup à Excusez-moi. l'avoir fait, 2 monuments et champion du monde. Pogacar l'a fait Non, c'est quand même. ou pas? Pogacar l'a fait aussi, ouais. Ouais. Ce qui fait l'année dernière, en fait, la Lombardie et. Et Il a fait pas 2 fois avec le maillot de champion du monde. ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai. Non, que mais c'est c'était, complètement fou. Et ouais. Et messieurs, du coup, nous venons de passer sur la ligne d'arrivée, après avoir traversé multiples étapes depuis la zone de collecte. Je vous propose de clore le top 10 sur les Flandriens. N'hésitez pas tous à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire, un j'aime évidemment sur la vidéo. N'hésitez pas à réagir, voilà, à nous donner vos top 10, aussi à nous donner notre avis justement sur les Bonnen, sur les Van Avermaet, etc. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, car nous sommes Merci la à nuit chez toi nous. de nous avoir conduits jusqu'à la ligne d'arrivée, de Pas nous de avoir fait souci. passer le Koppenberg, le mur de Grammont. Je serai ton Nikita Pstrat ici. Hein. Voilà. On a été un peu secoué là. Et puis messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite aussi un très bon début de Flandrienne. Ça va commencer à arriver là, donc on va pouvoir se régaler et peut-être, pourquoi pas, voir Mathieu Van Der Poel, seul détenteur du Ronde. Mais on aura la réponse dans quelques semaines. Et super, merci beaucoup. Des gros bisous, salut. Bisous à tous et surtout, allez Romain Bardet!